c'est que, en fait, les médias actuellement en France, pour revenir au cas français, c'est qu'on observe une droitisation des médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes d'affaires qui achètent des médias et qui, en fait, prônent une idéologie. Ils ne font pas de l'information. Ils font vraiment, ils se battent pour affirmer des idées. Mais ça ne se fait pas sans l'accord de l'État. Certainement, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les chiffres que j'avais cités tout à l'heure concernent aussi les médias de l'État. C'est-à-dire que par osmose, qu'on le veuille ou non, les médias étatiques français vont dans ce sens-là. Ils ne font plus la part des choses en termes d'information. Il y a un alignement sur les médias d'extrême droite. J'avais montré dans un article que j'ai écrit l'année passée, il y a un alignement entre la DGSE, entre les médias, entre aussi le lobby pro-israélien. Il y a tout un alignement là-dedans. D'ailleurs, dans le cas de Sensal, c'était clair. C'était clair, l'alignement de ce monde-là. Justement, donc on tente aussi de nous faire croire qu'il y a plusieurs cercles qui ne sont pas toujours d'accord. Il y a une espèce de confrontation, notamment sur certains sujets concernant l'Algérie. Vous dites qu'il n'y a pas de confrontation, il y a un alignement total. Il y a un alignement total. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Xavier Driancourt, qui était ancien ambassadeur, 2 fois ambassadeur en Algérie. Jusqu'en 2020. Voilà, et d'ailleurs, il devrait bien connaître l'Algérie. Là, il connaît vraiment pas. En fait, ses interventions montrent qu'il n'a jamais connu l'esprit. Il se présente comme expert de l'Algérie. Et il a été dans d'autres pays, mais jamais il a dit quelque chose de négatif sur les autres pays. Pour lui, cette personne-là, vous la trouvez avec Boualem Sansal. Vous la trouvez dans le Média Frontière. Ils font partie des cadres du Média Frontière, qui est un média d'extrême droite. Vous les trouvez, par exemple, avec François Zimré, qui est un sioniste avéré, qui était ministre et qui a, je vous rappelle, qui a essayé de défendre Sansal et qui a défendu Amira Bouraoui quand elle était exfiltrée, par exemple. Donc tout cela, c'est une sphère unique. Il ne le montre pas, mais c'est un réseau. C'est un réseau. Le réseau que je répète aussi parce que ce mot m'intéresse, c'est le réseau FMI, c'est-à-dire la France, le Maroc, Israël, travaille d'arrache-pied pour justement déstabiliser des autres pays. Et nous devons être conscients de cela. Sami Khaïdi. Alors, M. Ben Saada, la haine anti-Algérie est devenue un véritable fonds de commerce en coagulant plusieurs lobbies. N'est-ce pas là la parfaite illustration d'une rente mémorielle? Oui, en fait, nous, on nous reproche toujours de faire de la rente mémorielle. Oui. Mais en fait, la France a une rente mémorielle. Elle parle de Veldiv, elle parle des camps de concentration. D'ailleurs, ce qui est très intéressant avec la France, c'est que dès qu'il y a quelque chose de négatif contre l'État hébreu, vous avez Arte, toutes les grandes chaînes de télévision qui passent des films je veux dire, très sentimentaux vis-à-vis de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que, en fait, la rente mémoriale, c'est la France qui l'a fait actuellement. Et tout ce qu'on vit actuellement, et ça a été abordé un peu, c'est que la France n'a jamais digérer l'indépendance de l'Algérie. Et nous avons des années, des décennies plus tard, nous avons des descendants de colons, des descendants de membres de l'OAS qui continuent leur guerre, qui continuent leur guerre contre l'Algérie et qui continuent cet esprit, en fait, qui continuent cette façon de voir l'Algérien comme étant quelqu'un d'inférieur. Et malheureusement, nous avons aussi des Algériens qui vont dans cette veine et qui se comportent comme des néocolonisés aussi. Mais si ces cercles d'extrême droite venaient à s'installer au pouvoir, finalement, lors de la prochaine élection présidentielle, qu'est-ce qui se passerait? Comment vous analysez les relations entre l'Algérie dont on dit qu'elles sont déjà... le niveau d'animosité, en tout cas de la part de la France, est pratiquement irréversible. Alors, en fait, cette droitisation des médias français
en fait, servent en fait, font la promotion de l'extrême droite. Ils sont en campagne. Et nous sommes actuellement, nous voyons les différents sondages, etc., que le Rassemblement national est très haut dans les sondages. Donc il y a de très fortes chances. Il y a de très fortes chances que le... Les sondages ont parfois tort. Oui, ils ont tort. Sauf que, en fait, ce qu'on observe, c'est une tendance. C'est-à-dire les sondages peuvent être faux ponctuellement, mais que lorsqu'on observe une tendance, ça, il faut se méfier. Il faut faire attention. En fait, ce qu'on a observé avec l'extrême droite, c'était les antisémites. C'est-à-dire qu'ils ont été toujours antisémites durant la Deuxième Guerre mondiale et après, jusqu'à tout récemment. Mais en fait, le voyage de Bardella, par exemple, en Palestine, en Palestine occupée, montre justement qu'il y a un revirement de situation. Et si le lobby pro-israélien adoube ces gens-là, il y a de très fortes chances qu'ils vont gagner les élections parce qu'ils ont leur mot à dire. Oui, ils sont une forme de solidarité entre les extrêmes droites, notamment l'extrême droite qui est installée. Oui, non, mais de toute façon, l'État sioniste va toujours abonder vers des personnes qui vont donner de la légitimité leur thèse, la crédibilité à l'entité sioniste, c'est sûr. Là, je suis en train d'écrire un bouquin, je vais le terminer bientôt, justement sur le rôle du lobby pro-israélien en France, et on voit des actions absolument, de l'argent, en fait des connivences entre des ministres qui sont actuellement en place avec ce lobby. Donc c'est un travail de fond. Des ministres français ? Des ministres français, oui. Des ministres français qui font l'objet justement de pression, La France est particulièrement touchée par ces lobbies. Alors, il y a deux pays qui sont vraiment touchés, c'est la France et les États-Unis, mais là, en fait, les Israéliens ont constaté que l'Europe ne suivait pas les États-Unis, donc ils ont créé des lobbies qui sont des copier-coller de l'AIPAC aux États-Unis et qui l'ont. Alors, et ça marche très très bien en France. Ça marche pas beaucoup ailleurs, mais en France ça marche très très bien parce que, en fait, la France abrite la plus grande, communauté juive d'Europe. Ouais. Donc, qui ne représente qu'1% de la population. Oui, exactement. De la France, mais elle est très la communauté musulmane. Exactement, et elle est très influente. Voilà, exactement. Alors, s'il fallait un petit peu résumer la conversation depuis le début, on peut comprendre que il y a d'abord trois courants en France qui profitent de la situation. Ces attaques contre la crise entre l'Algérie et la France. Les courants en question, tout le monde les connaît. On a les courants pro-israéliens, pro-marocains et les courants Algérie française. Alors, ces courants travaillent justement pour dynamiter la relation Algérie-française. Ils profitent de la situation pour qu'il n'y ait plus de relation entre l'Algérie et la France. D'un autre côté, on l'a dit en début d'émission aussi, la France n'accepte pas l'idée qu'elle ne puisse plus faire la décision en Algérie. Depuis le 2019, il y a un nouveau président qui a une ligne précise, dont le credo est la souveraineté à tous les niveaux. Et donc, ils perdent des positions, donc ils veulent absolument les reprendre, ce qui, à mon avis, sera très difficile, voire même impossible. Après, lorsque l'on met en contexte la crise entre l'Algérie et la France, elle intervient dans une recomposition internationale, donc où très souvent le plus fort essaye d'écraser le plus faible. On assiste donc à une confrontation entre le Sud global et l'Occident en général. Et donc ça se traduit, comme vous l'avez dit en début d'émission, par des guerres de quatrième génération, des guerres cognitives, où le cerveau devient un champ de bataille. Docteur Ahmed Ben Saada, donc, ces guerres cognitives visent à déstabiliser l'opinion publique et surtout la confiance dans les institutions. Donc non seulement on essaye de nous déposséder de notre histoire, mais on essaye de nous dire que vos institutions ne valent rien. Alors, quel est l'impact de ces guerres cognitives, ces guerres de quatrième génération, donc concrètement sur le terrain, ces guerres qui viennent de l'étranger, sur la résilience et la cohésion interne du peuple algérien? Maintenant, grande question aussi, c'est comment
peut-on justement faire face à ces guerres de quatrième génération, à ces guerres cognitives, et comment pouvons-nous riposter? Alors, j'ai donné un élément de réponse tout à l'heure, c'est que en fait, ces nouvelles guerres, disons, oui, il y a certainement un impact. On le voit dans les réseaux sociaux, et ça a été alimenté aussi par des algorithmes, etc. De dire certaines non-vérités concernant l'Algérie et qui mènent justement aux citoyens de douter même de la parole étatique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si un citoyen commence à écouter l'étranger et ne pas écouter... même une information fausse, elle est parfois plus crédible qu'une information vraie dans les médias. Il y a une loi Andolili qui dit que, en fait, si vous faites une information fausse, ça prend 10 fois plus d'énergie que de la démentir. C'est très facile de faire une information fausse. Après, ça va être très difficile de la contredire. Et c'est ça le problème, c'est que les fake news ont un rôle extrêmement important dans la diffusion de l'information. Et depuis tout à l'heure, on parle pas de bombes, on parle pas de tanks, on parle pas d'avions, mais on parle que d'information, parce que l'information est arsenalisée, c'est-à-dire l'information, c'est l'équivalent d'armes pour les pays occidentaux actuellement. Et ils se plaignent eux-mêmes d'être la cible d'autres pays comme la Chine ou comme la Russie, mais eux autres aussi font la même chose dans d'autres pays, en particulier le nôtre. Et cette guerre et sans merci, même si on ne voit pas de sang, si on voit pas de... Mais elle est sans merci et elle peut dégénérer aussi. Elle peut dégénérer en violence, elle peut provoquer aussi des morts. Exactement. Comme dans une guerre classique. Vous vous rappelez que quand il y a eu le Hirak, et ça c'est très intéressant aussi de voir le nombre de fois que le mot Algérie a été prononcé en 2019, par exemple. C'est très, très intéressant de voir. Je suis en train d'étudier la chose actuellement. Et moi, j'ai bien suivi les informations françaises dans ce temps-là. Et vous voyez une animosité extrême contre l'État algérien, contre la cohésion algérienne. Et jamais on disait que, en fait, les gens sont sortis pour changer une situation, et sont sortis pacifiquement, très pacifiquement, et que par la suite, il y a eu des ingérences, il y a eu des tentatives de déstabiliser le pays, et la France a participé. D'ailleurs, on invitait dans les plateaux français, on invitait que des gens qui étaient pour la vision